Et bonjour! Tous les mots viennent de l'histoire, mais ceux de cette semaine sont restés liés à une période du passé. Ce sont des mots ou locutions qui sont rarement employés en dehors de leur contexte historique. Allons remonter le temps. Bonne chance à tous! Le nom de cet équipement médiéval vient du mot casque en francique et dans plusieurs autres langues germaniques. Casque se disait helm en francique. Helm devenu helm vers l'an 1000, puis aume. Littéralement, du palais, selon le latin. Le mot a désigné les hommes d'élite autour de Charlemagne, tant dans son palais qu'à l'extérieur, sur le terrain. La postérité a fait de ces hommes des modèles de force et de vertu, des champions de la justice qui ont inspiré les chevaliers des siècles suivants. Palatinus, francisé en paladin. Cette locution évoque un pays imaginaire et allégorique. Elle a été inventée au XVIIe siècle par plusieurs autrices. On trouve par exemple dans ce pays la rivière de l'estime et celle de la reconnaissance, la ville de Nouvelle Amitié, les villages de Jolivert et de Billet-Galant. Mais on trouve aussi l'écueil de l'orgueil. Ce pays imaginaire porte le nom de Carte du Tendre. C'est une allégorie des relations d'amitié et d'amour. Dans sa première mention, en 1654, Madeleine de Scudéry l'appelle Carte de Tendre. Tendre étant le nom du pays imaginaire. Mais par la suite, l'appellation Carte du Tendre s'est imposée. Ce mot désigne initialement quelqu'un qui se bat avec une épée de Bretagne. Le nom de cette région est à l'origine du nom oublié d'un type d'épée, puis du nom de son utilisateur. Avec le temps, ce mot a désigné quelqu'un qui est spécialiste du duel, ou du combat à l'épée. L'épée bretonne était appelée brette. Son porteur était un bretteur. Nous avons dit région, mais on ne sait pas si Brette fait référence à la petite ou à la grande Bretagne. C'est le nom donné à des révoltés français du XVIIIe siècle. Il vient du pseudonyme d'un de leurs chefs, qui avait un cri de ralliement imitant un animal. Ce pseudonyme est un dérivé de Chat-Huant, un ancien nom de la chouette hulotte. Jean Chouan, révolté contre la Révolution française, a pris ce pseudonyme parce qu'il utilisait une imitation du chat-huant comme cri de ralliement. À sa suite, les révoltés de l'ouest de la France ont été appelés Chouans. Au XVe siècle, les Ottomans avancent en Europe. Le roi de Hongrie, pour faire face à la menace, organise un corps de cavalerie légère issu du peuple. Chaque communauté doit fournir un cavalier et son équipement par 20 familles. Cette cavalerie prend logiquement le nom de 20e en hongrois. Elle a montré dans cette guerre assez d'efficacité pour que d'autres pays, dont la France, créent par la suite un corps de cavalerie légère en reprenant le nom hongrois. 20 se dit Hus en hongrois. Hussar en hongrois, francisé en hussard. Le fait que ce soit une unité de cavalerie légère, donc rapide, a fait que sur le terrain, les hussards cherchaient systématiquement à tirer avantage de l'effet de surprise qu'ils créaient, et donc à attaquer aussitôt. Cette pratique a inspiré l'expression à la hussarde, qui signifie impétueusement, de façon cavalière et sans attendre.
Initialement, cette locution désignait de très mauvaises nourrices. Puis elle a désigné des femmes qui pratiquaient une médecine illégale du 19e à la première moitié du 20e siècle. Elle utilise une image empruntée à l'univers religieux. Avant d'être utilisé pour désigner des femmes qui accomplissaient illégalement un certain acte médical, ce surnom a d'abord été donné aux nourrices négligentes qui laissaient mourir le bébé qui leur avait été confié. Après les nourrices négligentes, les avorteuses clandestines ont reçu le surnom de faiseuses d'anges. Lignée royale, dont le nom provient du chef franc qui a participé à la bataille des champs cataloniques et a contribué ainsi à repousser Attila et ses Huns. Grand-père de Clovis et aïeul de toute la lignée qui suit. En 1999 et dans les années qui suivent, la trilogie de films Matrix ajoute un représentant à cette lignée. Mérové est le fondateur de la lignée des Mérovingiens. Alors que les Francs étaient vus initialement comme des barbares, il a fait le choix de refuser l'alliance qu'Attila lui proposait et au contraire de joindre ses forces avec celles des Romains. Ceci était déterminant pour l'avenir du peuple franc. Et dans Matrix, le Mérovingien désigne un personnage incarné par Lambert Wilson. Au XXe siècle, c'est le nom donné aux partisans vietnamiens du Front pour l'indépendance du Vietnam, avant et pendant la guerre d'Indochine. Front dont le nom en vietnamien est Vietnam Dao Lap Dong Minh. L'assemblage du premier et du dernier mot de ce mouvement forme un acronyme, Viet Minh. C'est au départ une appellation politique, mais durant la guerre d'indépendance, elle devient la désignation des soldats du camp indépendantiste. Mot d'origine italienne qui désignait un combattant. Il vient de l'épée, en grec, soit spaté. Le mot a pris le sens de homme de main ou tueur à gages. De spaté en grec, l'épée devient spata en latin, puis spada en italien. Son porteur est le spadaccino, francisé en spadassin. Revenons sur ces mots de l'histoire. Le haume de helm, le casque en francique, un paladin, soit du palais en latin de l'époque de Charlemagne. La carte du tendre, tout un monde allégorique inventé par des femmes du XVIIe siècle. Un bretteur qui se bat avec une brette, une épée de Bretagne. Chouan, d'après Chat-Huan, surnom de la chouette hulotte. Un hussard, d'après 20e en hongrois. Faiseuse d'anges, le surnom des mauvaises nourrices, puis des avorteuses clandestines. Mérovingien, de la lignée qui tire son nom de Mérové. Un Viet Minh, nom tiré du Front pour l'indépendance du Vietnam en vietnamien. Spadassin, d'après l'épée en grec, latin, puis italien. Spadassin. C'est une des traductions possibles pour le mot swordsman anglais, qui n'a pas d'équivalent évident en français. Le problème de sa traduction se pose dans de nombreux récits ou jeux, qu'ils soient historiques ou médiévaux fantastiques. Le spadassin, d'après son étymologie, l'épée en grec puis en latin, semble être le meilleur candidat. Mais si le spadaccino est une traduction anglais-italien évidente, le problème en français est qu'il n'a jamais désigné un militaire armé d'une épée, mais son sens a plutôt été homme de main, exécuteur de basse besogne, tueur à gages. Du coup, l'utiliser pour swordsman est faire fi de son contexte historique, et c'est donc une médiocre traduction, sauf s'il est question d'un aventurier prêt à tout. Une autre solution est l'épéiste, mais ce mot est très tardif, il n'apparaît qu'au XXe siècle dans l'univers sportif de l'escrime, qui compte 3 disciplines, le sabre, le fleuret et l'épée. Il permet de distinguer les spécialistes de l'épée des autres. L'application rétroactive de ce terme à des combattants médiévaux sonne mal,
mais pourquoi pas à défaut de mieux pour parler d'un duelliste à l'épée. On peut citer aussi le fantassin ou le soldat d'infanterie. Cette traduction respecte l'esprit, mais que faire si à côté du swordsman, on a des axemen, macemen ou footmen? Il faut alors préciser, fantassin à l'épée, à la hache, à la masse, à pied. Quoique lourde, cette traduction paraît raisonnable dans un contexte militaire. Enfin, citons l'homme d'épée, traduction littérale, qui sonne de façon artificielle en français. Mais elle est admissible dans le cas d'une règle de jeu, domaine dans lequel on a souvent recours à des traductions littérales. La solution parfaite, il n'y en a pas. Bon courage à tous les traducteurs. Tant qu'on parle d'histoire, réglons les problèmes de date. Jusqu'à maintenant, nous disions au 5e siècle avant JC. Sans nier que la référence pour les datations est l'année de naissance réelle ou supposée de Jésus-Christ, ce système est maintenant utilisé par tous, chrétiens ou non chrétiens. Donc, afin de le rendre plus neutre, la tendance aujourd'hui est de dire au 5e siècle avant notre ère. Cette appellation est apparue au 18e, elle a gagné du terrain au 19e et 20e siècle, et aujourd'hui elle commence à être bien connue. On retrouve aussi avant l'ère commune, ou AEC, qui est une adaptation de l'anglais Before Common Era, ou BCE. Mais cette formulation est moins connue, on la trouve que dans des milieux universitaires ou dans des ouvrages traduits de l'anglais. À Cabriole des mots, nous sommes partagés entre le désir d'être efficace et objectif et la volonté de ne pas jargonner. Nous avons commencé en disant au 5e siècle avant JC, nous allons désormais préférer au 5e siècle avant notre ère, et s'il est question d'une date, nous pourrons aussi dire simplement en moins 52. Bon, dans la pratique, nous avons un certain stock de cabrioles déjà enregistrés avec l'ancien système, donc tout ne changera pas immédiatement. Dites-nous votre avis sur les systèmes de datation et à la semaine prochaine.